Dans quel milieu familial vivait Jean-Paul Mousseau? Oh, mais je veux dire, comme à peu près à ce temps-là, nous sortions il y a 20 ans de la dépression, que j'ai connue indirectement, peut-être moins frappé que, disons, que mes frères ou que mes parents, mais qu'on a quand même senti très fortement. Je veux dire, dans un milieu assez pauvre, même très pauvre. La petite bourgeoisie que mon père était, confiseur, avait été complètement, on veut dire, lavée par cette dépression-là, et on vivait de peine et de misère, et on vivait comme on pouvait. À partir vers les années 35-37, mais la situation s'est un peu rétablie. Et en 39, lors de la déclaration de la guerre, mes frères sont partis comme tout le monde parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et moi, j'ai été envoyé au collège parce qu'on voulait faire des études à un de la famille. Et c'est comme ça que je suis entré en début de 40, je veux dire, après avoir passé l'orphelinat Saint-Arsène pendant 6 mois. Je suis rentré au Collège Notre-Dame et j'ai poursuivi un cours qui était semi-scientifique et semi-commercial. À ce moment-là, est-ce que vous vous destiniez à une carrière? Est-ce que vous aviez à l'esprit un sujet d'études que vous vouliez pousser? Oui, je dis c'était précis. Je ne sais pas pourquoi exactement d'ailleurs, mais je voulais devenir un mathématicien ou un physicien. Et c'était vraiment dans ce sens-là que je me dirigeais, et d'autant plus que j'avais certaines facilités au point de vue des hautes mathématiques. Et que, heureusement aussi, j'ai eu un excellent professeur de mathématiques, qui est le frère Paul, qui deviendra le supérieur général des frères de Sainte-Croix, qui était une personne qui nous enseignait les mathématiques d'une façon intelligente. Alors, ça veut dire que jusque-là, il n'y avait aucune tendance vers les arts, il n'y avait aucun intérêt spécial. Disons non, excepté que dans ma prime jeunesse, je veux dire, par une habileté manuelle, et que grâce que ma mère me laissait faire, je veux dire, j'ai passé des heures et des heures à faire des revolvers, des carabines, à gosser des cimetières, à faire des épées, mais parce étant d'une nature très solitaire et très timide aussi, j'ai commencé à parler seulement qu'à partir de l'âge de 30-32 ans. Avant ça, parler pour moi ne voulait pas dire grand-chose. Et parce que j'étais extrêmement complexé, et l'information qu'on avait été quand même assez réduite. Et ça ne va pas développer chez nous, je veux dire, une liberté du langage. Mais d'où ils venaient ces complexes-là? Parce que vous étiez quand même, disons, plus bloqué à ce moment-là au plan de l'expression verbale que d'autres, quand même. Ben, je pense que ça vient tout simplement d'une question d'éducation et d'une question aussi de facilité, veut dire d'analyse. Disons que ça prend un certain temps avant de pouvoir concevoir et de pouvoir, veut dire, verbaliser. Il est plus facile, je pense, de créer directement avec la matière, directement avec l'émotion, que de faire passer cette émotion-là sur un plan verbal ou sur un plan psychologique, disons. Alors, j'ai pris des cours de peinture. J'ai demandé à mes parents, on veut dire, de prendre des cours de peinture parce que je m'ennuyais à mourir. Et c'est comme ça que j'ai pris des cours à l'atelier de Frère Jérôme libre, les mardis et mercredis et jeudi après-midi. Frère Jérôme, qui était une personne extrêmement, on veut dire, ouverte, qui était très, par rapport au milieu, il dit quand même une souffle de bonheur. Alors, je suis rentré en confiance avec lui. Je suis devenu directeur de l'atelier, ce qui me permettait d'avoir les clés de l'atelier et d'aller travailler quand je voulais. Je veux dire, et quand je n'aimais pas un cours en classe, mais la technique était très simple, c'était de me faire foutre à la porte. Et je descendais à l'atelier, j'allais travailler. Nous sommes en 42. Je dis en 42, à ce moment-là, moi, j'ai 15 ans. Je suis quand même... j'ai commencé à peine à 14 ans. Je rentrais à la Société d'art vivant à 16 ans. J'ai pas encore beaucoup de contact avec le milieu. Je vis encore chez mes parents. Je suis rendu semi-pensionnaire. Ça a commencé vers 43, 44 que j'ai rencontré Claude Gouraud, Pierre Gouraud, Le Duc, Marcel Ferron, et ainsi de suite. Et que là, je commençais à m'intégrer au groupe, qui était un groupe quand même très hétéroclite. Ça venait de tous les milieux, de tout. Je veux dire, ça avait un seul goût, c'était une expression libre. D'art vivant, c'est ça le terme. Et ce serait un peu plus tard seulement que moi je suis rentré à cet âge-là. Le seul contact que j'avais, c'était à Jérôme, et 2 fois par année, des Bordia qui venaient à la fin du premier semestre et qui venaient à la fin du deuxième semestre. Et à quel moment avez-vous commencé à faire des choses abstraites? Ben, en 44. 45, fin 44, début 45. Qu'est-ce qui vous a fait passer dans les dessins? Oui, qu'est-ce qui vous a fait passer justement
à l'abstraction. C'est une évolution normale, veut dire, on refait, qu'on le veuille ou non, plus ou moins rapidement, veut dire, toute l'évolution de l'art. On part même du dessin des cavernes lorsqu'on est jeune, et on refait, et je me souviens très bien avoir fait des périodes à la Rouault, sans avoir connu Rouault du tout, et d'avoir fait des tableaux un peu cubistes, sans avoir connu le cubisme, je veux dire, vraiment l'avoir vu, je veux dire, peut-être quelques revues, parce qu'encore, en ce moment-là, nous sommes toujours en guerre, il n'y a pas d'information qui rentre, il n'y a pas de publication, il n'y a pas d'illustration, il n'y a rien. Je veux dire, nous sommes vraiment dans la belle province de Québec, morte et bien éteinte. À quel moment le vrai contact s'est fait entre vous et Borduas et son groupe? À quel moment vraiment vous avez été intégré à ce groupe-là? Ça a commencé avec la première exposition sur la rue Amherst du groupe Automatiste. C'est là, d'ailleurs, à ce moment-là, on ne s'appelle pas encore le groupe Automatiste. C'était en 46 sur la rue Amherst, juste ici en bas de Sainte-Catherine, dans un magasin désaffecté. Et on aurait exposé les premiers tableaux, veut dire, abstraits là. Et la critique nous appellera le groupe Automatiste. Ah bon? Et c'est par la critique, et je pense que c'est par Boulanger, si je ne me trompe pas, qui est rendu au ministère des Affaires culturelles, c'est lui qui nous appellera. Et on avait été descendu d'une façon royale et globale. Ça, on ne gênait pas dans ce temps-là pour nous étouffer. Et ça continuera, il y aura une autre exposition en 47. Il y aura la grande exposition chez Claude Gauvreau en 47. Et Refuge de Laval sortira en 48. Et après ça, il y aura encore 2 ou 3 expositions jusqu'à La Matière Chante, qui est en 54. Alors vous, là, au moment de la gestation du Refuge global, ça a été dans l'air avant la publication pendant 3-4 ans, j'imagine? Oui. Et ça, c'est le résultat de... c'est Borduas qui l'a écrit tout seul. C'est Borduas qui l'a écrit tout seul. Oui. Mais est-ce que c'est pas un peu le résultat des échanges qu'il y a eu avec Marcel Ferron, avec Gauvreau, avec vous, avec... mais c'était le melting pot. Je veux dire, on passait des nuits et des nuits à discuter, je veux dire, à tout remettre en question. Je veux dire, Freud avait énormément d'influence à ce moment-là, John Gussie, Adler, je veux dire, Marx, Engels, les écrits de Lénine, je veux dire, je me souviens tout aussi des influences que Pierre Mabille avait. Je veux dire, c'était vraiment, je veux dire, de tout reprendre, chaque aspect de la vie et d'en trouver une signification et de tout rediscuter et de tout remettre en question. Et ça c'était des nuits, des nuits, des nuits entières. Je me souviens à l'atelier, c'est à Place Christin, où 20, 30, 40 personnes, il y avait autant de la CIA, par exemple, la CMP, que nous autres, parce qu'on savait qu'on était très bien suivis, on avait des bons dossiers, on en a encore d'ailleurs. Et, mais c'est pas plus grave que ça, ils sont pas méchants. Mais alors, vous étant dans ce milieu d'ébullition au plan intellectuel, de remise en question totale, de refus global de toute la réalité de l'époque, vous, l'homme d'action, est-ce que quand même cette intellectualisation, si vous voulez, de toutes les choses que les autres faisaient, est-ce que tout ça, ça a aidé à votre dynamisme, ça a aidé à votre action? Oui, parce que quand même, c'est assez important de s'exprimer verbalement, parce que c'est avec des mots qu'on communique le plus aujourd'hui, quoique peut-être de moins en moins à cause des moyens de communication de l'image comme la télévision. Mais il reste quand même, et c'est très important pour voir clair en soi et pour pouvoir avoir des contacts, sur d'autres plans avec d'autres humains. Et ça prendra beaucoup de temps avant que moi je puisse arriver à la même facilité, disons que je trouve extraordinaire de pouvoir parler ces choses-là et d'avoir cette mémoire fantastique, de pouvoir citer tel gars, tel autre gars, de faire des synthèses de ça. Je trouvais ça de toute beauté, tandis que moi, je n'étais pas capable de mettre 3 mots de suite correctement sans m'enfarger, ou même avoir un blanc, ou de ne pas m'en rappeler, de ne pas être capable de dire tel auteur, qui me fatigue encore aujourd'hui, des fois, et que je revenais chez moi et j'ai passé des nuits entières, je me suis à répondre aux objections qu'on me faisait, que je n'étais pas capable de répondre sur le temps, et je passais des nuits entières à refaire la discussion. C'est fatigant, ça. Très fatigant. Oui. Et ça devient des fois très ennuyeux. Mais vous vous êtes formé comme ça au plan intellectuel? Oui, exact. À la suite de ces grandes séances de nuit entière, et de nuit. Et c'était vraiment des nuits. Maintenant, vous, votre ligne de force, évidemment, c'est sûrement beaucoup plus l'action. Oui. Et puis, vous vous êtes jamais arrêté dans l'action. Je crois qu'on ne peut pas dire que Mousseau s'est répété, si on veut, dans ce qu'il a fait. Parce que vous avez passé à peu près à travers toutes les expériences au plan à partir des tableaux, là, des tableaux. Oui. Vous vous êtes rendu au décor de théâtre, à l'éclairage, à vos lampes de plastique, à des murales, à des stations de métro. À des discothèques. À des discothèques, bon, etc. Comment ça se fait que vous avez, si vous voulez, dépassé toutes ces charnières-là dans votre vie? Moi, je pense que c'est une question strictement personnelle, parce que je n'ai pas plus
talent que tout le monde. Enfin, je boulonne. Et je pense que la matière, qui m'est facile, m'a toujours très bien répondu. Et comme je veux toujours inscrire dans une matière, on va dire, quelle que soit la matière, pour moi, c'est pas ça qui compte. Je veux dire, c'est la matière, hein, des différentes formes de matière, c'est des différentes formes d'expression, mais c'est toujours le même basique besoin que vous avez en vous-même de soit prendre de la céramique, ou soit prendre de la peinture, ou soit prendre de la lumière, ou soit prendre des plastiques ou quoi que ce soit, ou faire des tapisseries, ou faire des tapis. Je veux dire, je ne pense pas, je ne vois pas l'art avec un grand A. Pour moi, c'est terminé. Je vois l'art exactement qui est dans la vie courante, qui appartient à tout le monde, et qui est à la possibilité de tout le monde. Et je crois que tout le monde est artiste, je suis convaincu de ça. C'est la seule façon qu'on n'ait pas, il n'y a pas eu des approches suffisantes pour développer suffisamment de conscience ou de sécurité émotive sur les humains, parce que tout le monde touche autrement. Autrement, on ne serait pas sensible à l'art, on ne serait pas sensible, pas plus à l'art des cathédrales qu'on serait sensible à l'art d'aujourd'hui, et pas plus à l'art des métros. Et je crois qu'on l'a tous, mais c'est peut-être que c'est des barrières qui nous sont coupées rapidement. Et qu'est-ce qui fait la différence d'un artiste par rapport à un autre homme qui fait un artiste, c'est que c'est une volonté d'être et de s'exprimer, et c'est tout, et de prendre les risques que ça comporte. Pour moi, l'art, c'est une façon d'être, de s'exprimer dans le loisir d'être, et de ne pas avoir peur de ça. Mais et si c'est peut-être que les gens ont peur, parce que les gens sont comprimés, les gens sont étouffés, les gens parlent des sociétés, et surtout, peut-être souvent par un manque d'information, et surtout souvent par bien des artistes qui disent « Ah, moi je suis plus grand, puis toi t'es un petit trou de cul, petit patata », et qui se montrent, et qu'on fait des chapelles, et qu'on dit que l'art appartient, et en fait, c'est vrai qu'elle appartient qu'aux riches, mais c'est eux qui peuvent l'acheter. Elle appartient à tout le monde, mais c'est ceux qui peuvent l'acheter, donc ça leur appartient. Alors, l'art a toujours été une chose qui appartenait à la bourgeoisie, je veux dire, qui appartenait à l'Église au tout début, après ça qui appartenait au roi, et après ça qui appartenait au prince, après ça qui appartient aujourd'hui aux grandes corporations, je veux dire, aux grands milliardaires. Et ce sont les seuls, c'est peut-être pas parce qu'ils l'aiment plus, c'est parce que ça fera bien des fois, on monte nos croûtes, nos petits tableaux. Mais ça aide l'artiste quand même, non? Je ne sais pas si ça l'aide vraiment. Je ne suis pas sûr. Ça l'aide peut-être sur un plan pécunier, mais je ne suis pas certain si ça l'aide sur un plan psychologique. Non, mais remarquez, vous... Parce qu'il est obligé à ce moment-là de faire tellement de concessions, de recevoir tellement de petits cocktails chez lui, de faire des petits soupers pour se monter gentil et agréable, pour pouvoir vendre ses croûtes. Et ça aussi, veut dire, ça vous empoisonne l'existence. Ça empoisonne l'existence de faire ça, qu'on le veuille ou non. Pour vous, c'est très important que l'art soit intégré à la vie quotidienne, comme par exemple qu'un artiste conçoive une station de métro, hein, ou une murale dans un lieu public. Ça fait partie, ça, de votre conception très concrète, hein, oui, de la réalisation de l'art. C'est très important pour moi. Il faut que l'art se manifeste immédiatement dans la collectivité dans laquelle nous vivons. Autrement, moi, travailler pour des musées, que je sois reconnu dans 50 ans ou dans 100 ans, je m'en balance, je m'en fous, qu'on m'oublie carrément. Et pour moi, c'est dans l'instant présent que je vis. Hier, c'est passé, demain, c'est à venir, aujourd'hui, c'est à faire. Il faut le faire aujourd'hui. Vous avez fait beaucoup de décors de théâtre et de costumes et d'éclairage. Quel était votre premier contact avec le théâtre? De quelle façon ça s'est déclenché? Alors, j'ai commencé comme balayeur, comme d'habitude, parce qu'il faut que ce soit propre. Comment comme d'habitude? C'est parce que j'ai des vieilles habitudes comme ça. Quand je travaille, il faut toujours que tout soit en ordre. On a ces clichés des artistes qui sont, sales, malpropres, qui ne travaillent pas avec d'ordre, qui ne sont pas planifiés ou coordonnés. C'est complètement des clichés sentimentaux faits par une littérature du 19e siècle, les violons pour faire pleurer les gens, à la Van Gogh, alors qui est complètement, du sentimentaliste à haute rose, qui n'existe vraiment pas. Si je comprends bien, vous êtes en train de nous expliquer que vous n'êtes pas un barbu sale, mais vous êtes un barbu propre. Un propre salle. Vous voyez une bande de comédiens ensemble qui travaillent sur un plateau, c'est quelque chose à voir. Comme mot de tête, on ne sent pas mieux. Alors, à force de regarder travailler, et puis disant un tout petit peu à Maurice, mais écoute, on pourra peut-être organiser ça comme ci, on pourra faire ça comme ça, et que Maurice avait confiance. Alors, en fin de compte, une journée ou 2 jours après, je te le mets de plateau, puis je t'organisais ça. Et c'est comme ça que j'ai rentré. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers éclairages pour L'Homme au chapeau rond. Après avoir travaillé plusieurs demi-heure, ou une bonne demi-heure, c'est pas 1 heure, c'est un spot, c'est un petit Fresnel.
et que je n'arrivais pas à faire les faits que Mauclair m'avait demandé. Alors je suis descendu dans la salle et Mauclair est en train de répéter avec ses comédiens et je lui dis cette phrase classique dont je ne dirai plus jamais au théâtre, c'est impossible. Et là, Mauclair m'a regardé et m'a dit, Monsieur Mousseau, le terme impossible n'existe point au théâtre. Et veuillez rayer ça de votre vocabulaire définitivement. Ils ont enlevé cette petite veste, puis il est monté dans l'escabeau, puis il est allé arranger le spot, puis 5 minutes après, ça marchait. Là, j'ai appris que le thème impossible, au théâtre, tout est possible. Et c'est vrai, depuis ce temps-là, tout est possible. Et c'est comme ça, là, j'ai pas fait, je dis, j'ai travaillé strictement comme technicien, je n'étais pas sur, c'est pas mes décors, je crois que c'était des décors de Jean-Claude Rinfret. Mais même cet aspect-là, justement, comme technicien, comme chef de plateau, comme gars qui apprenait justement toutes les techniques du théâtre, ça vous intéressait beaucoup? Ah oui, 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 parce que pour moi, plus on apprend, mais plus on sait comment mieux arriver à faire une chose après lorsque vous êtes en charge. Je veux dire, plus on connaît des choses, plus on est capable d'aller plus rapidement et mieux commander. Lorsque vous avez 20 gars, après ça, c'est un plateau, et quand vous donnez un commandement, votre commandement soit réel. Parce que s'il n'est pas réel, les gars vous tournent le dos et ça prend pas de temps. Et là, ils vous envoient faire foutre, là, et là, vous pouvez toujours venir les voir. Hein. Et là, vous en mangez des lapinottes, hein, puis vous en mangez des vrais sioux, parce que là, ils vont vous donner de la merde. Mais si vous êtes capable de commander parce que vous savez votre métier, et parce que ce que vous demandez est juste, les gars vont se défendre corps et âme, pour le faire. Alors vous avez appris le théâtre comme vous avez appris la peinture, justement. Oui, exactement, de la même façon. En faisant. C'est ça. Qu'est-ce que c'est pour vous, Mousseau, que la conception d'un décor? Comment ça se déroule, ça? Oh ben, c'est de lire très souvent, je veux dire, c'est d'essayer de trouver vraiment, et non pas, je veux dire, d'écrire les lieux, mais d'essayer d'exprimer les lieux théâtraux, les lieux scéniques, les lieux spatials. Après ça, d'éclairer ces lieux-là, et non pas des illuminer, comme on fait généralement. Mais vraiment, par la lumière, dire, traduire le sentiment émotif que le passage, ou le lac, ou toute la pièce est. Mais ce n'est pas de la description. Ce que je reproche toujours aux décorateurs, c'est qu'ils décrivent des lieux. Ils ne s'expriment pas des lieux. Ils décrivent ce qu'un auteur vous dit dans une préface de la première acte ou du deuxième acte, au lieu d'essayer de sentir la pièce, de la relire, de la travailler avec le metteur en scène et d'essayer de l'exprimer. C'est ça. Et c'est pas facile. Je veux dire, l'autre côté, moi aussi, je suis tombé dans le panneau souvent, je n'ai pas honte de le dire, parce qu'il y a des pièces qu'on ne pourra pas, on ne peut pas traduire, il faut l'écrire. Et je trouve ça un petit peu moche. Est-ce que, quand vous vous êtes lancé dans la construction de, si je peux m'exprimer ainsi, de discothèques, je pense au Crash, à la Moussepathèque, à la Métrothèque, est-ce qu'au fond, c'était pas organisé encore, si on veut, un décor, mais plus total, disons, cette fois? Oh, définitivement, ça a toujours été, et ça resterait toujours une de mes préoccupations majeures, d'essayer de faire de l'art le plus total possible, de faire des environnements dont tous les sens humains, qu'on permettra à la plus grande libération ou à le plus grand épanouissement. Et c'était chanceux que j'ai trouvé des associés de Gégé Larchambault et de Claude de Carufel, qui j'allais très souvent à ce moment-là, à la Licorne, qui était la première discothèque qui était ouverte, qui marchait très bien. Et il m'est venu des idées parce que ça allait très bien. Et j'ai pu leur vendre l'idée et on a fait on fera la Moussepathèque en 66, septembre 66, si je ne me trompe pas. Et on fera le Crash en août 67. Et la Mousse, comme vous savez, c'est un succès monstre qui touchera après ça, veut dire, la société et qui influencera, veut dire, énormément les autres discothèques et les autres boîtes, veut dire. Vous avez une conscience très vive et perpétuelle, j'oserais dire, de votre appartenance à une société donnée. Ah oui, pour moi, c'est la chose la plus belle, veut dire, appartenir à la collectivité. Échanger, c'est la chose la plus belle. Communier, c'est la plus grande, c'est la seule fonction que l'homme a. L'homme n'a pas d'autre fonction. S'il ne donne pas, il ne reçoit pas. Et c'est impensable qu'un homme vive seul. Il peut avoir sa solitude. Oui. On aura toujours sa solitude. Et c'est très important de la garder aussi, sa solitude. Parce que c'est là qu'on se retrouve. Et c'est là qu'on s'analyse vraiment. Et c'est là qu'on trouve son unité. Mais le grand besoin, c'est de communiquer. Et il n'y a pas d'autre fonction. Et ça, c'est pas rien faire l'amour, ça, communiquer. Puis communier, c'est de parler, savoir regarder, écouter. Si quelqu'un est beau sur la rue, un homme, une femme dit « Vous êtes beau »,
Ça, on ne lève rien à personne, ça. Moi, je le dis couramment. Je vois une belle femme qui s'en vient. Je dis, madame, vous êtes splendide. Puis bonjour, je continue. Puis c'est pas plus grave que ça. Vous êtes jamais fait gifler parce que ça Non, peut être mal interprété, peut-être. Jamais, jamais. Oh non. Il l'a touché, le regard. Écoutez, quand même, le doigté, ça existe. Salut comme un habitant qui a été belle, cocotte. C'est évident que ça doit être con un peu comme c'est pas. Là, tu reçois une tomate. Puis c'est bien normal que tu reçoives aussi. Parce que tu viens de l'insulter. Je vois pas pourquoi on insulterait les gens. On n'a pas d'affaire. Alors pour vous, cette communication-là, c'est faire passer ce qui est votre intérêt premier au plan, disons, professionnel et au plan de la nécessité que vous ressentez de créer des formes, des couleurs, de faire des objets que vous trouvez beaux, c'est ça. Et vous avez toujours l'impression, au moment où vous concevez des choses, là, des objets d'art, disons, que sa fonction, c'est de vous faire communiquer avec les autres. Exactement. Donc vous êtes l'anti-théoricien, vous êtes le contraire de l'idéologue. Hein? Ben, veut dire... C'est impensable d'avoir des idées abstraites. C'est pas valable. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup d'artistes, quand même, surtout aujourd'hui, qui en ont des idées abstraites, tant en littérature qu'en peinture? Ou parce qu'ils sont un peu perdus, puis ils cherchent, puis ils sont peut-être un peu jeunes, et ils ont besoin de... Peut-être qu'ils ne prennent pas assez de risques. Oui, il y en a beaucoup de verbiage. Il y a des gens... Parce qu'ils ont bien peur. Ils ont peur d'eux-mêmes, puis ils ont peur de vivre. On invente des mondes, parce qu'on a eu quelques mauvaises expériences, parce qu'on s'est fait taper un peu dessus. La plupart du temps, quand on se fait taper dessus ou on a une mauvaise expérience, c'est parce que c'est nous qui nous prenons mal avec les individus ou avec la matière. C'est parce qu'on n'est pas assez attentif. Comme dit très bien Lao Tse, pour mille ans manger du Christ, quand tu n'es pas capable de passer un mur, assis-toi devant et attends que le mur tombe. Et lève-toi et marche. Ou alors creuse un tunnel en dessous, ou prends une échelle et monte par-dessus, mais va pas te garocher dessus. Le mur ne tombera pas. Toi, tu vas te faire mal, par exemple. Et pour moi, c'est très important, ça. Très souvent, j'ai eu des murs, quand je regarde maintenant vers le passé, c'est moi qui prenais la personne ou les gens ou la situation mal. C'est moi qui analysais pas assez, c'est moi qui ne comprenais pas assez. Je dis, c'est jamais les autres qui ont tort. Vous avez toujours tort. Vous êtes toujours responsable de vous. Et le grand malheur, je pense qu'on donne toujours tort aux autres pour ne pas se regarder. Pour dire toujours, nous autres, on est fins, je dis, on est fins, on est intelligents. Je me regardais, j'ai un beau nombril, je sais faire de la danse avec la tête, mon œil. Alors, qui fait que, si, par le temps, on apprend, et c'est beau des êtres humains, vous savez. C'est très beau. Moi, en tout cas, je les aime. Et c'est ici que je vais vous poser la question suivante, que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'on peut enseigner à devenir artiste? C'est-à-dire, à quoi servent les écoles des beaux-arts? Oh Dieu, on va me faire haïr encore par bien des professeurs. Allez, vous êtes costaud. Non, je ne crois pas qu'on puisse enseigner l'art. Ça, c'est pas vrai. Je pense que la seule façon qu'on peut faire, c'est celle d'enseigner une certaine philosophie de la vie, apprendre à vivre. Et de là, laisser épanouir les gens de leur expression propre, dans les ateliers, à faire des expériences qui, par osmose, les découvriront eux-mêmes. Ça, c'est très long. Et vous ne pouvez pas donner une note sur ça. Vous ne pouvez pas donner de diplôme sur ça. Et toute école qui veut donner un diplôme, comme nos écoles, nos universités, bien, ils sont obligés de mettre des normes. Alors, on est obligé de dire, bien, le vin, je me souviens toujours, la première fois, je donnais un cours à l'École des Beaux-Arts. Ça me fait rire. J'avais 4 élèves. Et c'était le temps de Robert Élie, quand Robert était là. Et j'enseignais la murale en 4e année, mais c'était un test. On m'avait dit, si tu te casses la gueule, c'est pas grave. Il y en a 3 autres devant toi qui sont cassés la gueule. C'est une expérience. D'accord. Moi, il s'agit qu'on me dise ça pour dire, on va vous poigner vous autres les culottes baissées. C'est vrai qu'on les a payés. Alors, mes 4 élèves, 2 filles et 2 gars, ont travaillé au mois de mai. Quand il faisait beau, il faisait un soleil, il n'y avait pas un chat dans l'école. Mes gars gossaient. Je me suis fait 4 murales, une maquette de la patente qu'ils n'avaient jamais faite. Vraiment, je leur donne des notes. Moi, je leur donne 20 sur 20. Que j'ai jamais vu. Commotion générale, bureau de direction se réunit. Ce professeur-là, pas de sens à faire. Ils me font passer le board. Puis moi, je riais. Je disais...
Alors, en grosse discussion, là, avec des professeurs qui m'avaient toujours démoli, parce que c'est tout qui devient professeur, qui n'ont jamais travaillé dans la réalité, qui sont toujours abstraits, ils ne savent pas que ça veut dire créer, ils ne savent pas que ça veut dire aimer, ils ne savent pas que ça veut dire palper, vibrer. Alors, de toute façon, après de multiples péripéties, ils ont fini par avoir 19 sur 20, mes élèves. C'est un bon joke. Vous avez accepté le compromis. Parce que la connaissance ne se transmet pas. Et le problème qu'on a, disons, avec les enfants, et tout le problème que les parents disent, c'est que comme les parents ne sont jamais exprimés eux-mêmes, ne sont jamais réalisés, quand ils ont des enfants, c'est pour que les enfants réalisent le rêve qu'eux n'ont pas fait. Ce qui arrive, c'est que les enfants ne veulent jamais faire parce qu'ils veulent faire leur vie, dont les parents ne comprennent plus, et là, c'est le bordel. Même à ça, lorsque vous avez des enfants, puis je peux en parler, j'ai une fille qui vient d'avoir 20 ans, même si je voulais lui donner tout, la bibliothèque est ouverte ici, je n'ai jamais fait de censure. Elle veut bien lire qu'est-ce qu'elle veut dans son temps à elle quand elle en a besoin. La seule chose que j'ai à faire, moi, c'est de permettre que les choses se fassent le plus rapidement possible. Qu'elle s'épanouisse le plus rapidement possible. Mais je ne peux pas lui donner une piqûre d'épanouissement, puis je ne peux pas lui donner une piqûre de connaissance, puis je ne peux pas lui donner une piqûre d'information. Si elle ne veut pas s'informer, je ne peux pas rien y faire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, si elle n'a pas le goût pour ça, il y a des stimulus à ce moment-là qui manquent que je n'ai pas donné en quelque part. Et c'est de refaire l'histoire, de trouver où j'ai manqué, pour reprendre ça, pour la restimuler, pour qu'elle le fasse, et non pas moi le faire. En vous écoutant, là, c'est assez terrible. L'idée qui me vient, c'est que, selon ce que vous nous dites là, l'enseignement, on le fait à l'envers. C'est-à-dire qu'on déforme au lieu de former. Bien évident, bien évident. Bon, ben, quelle est la solution? Détruire les écoles des beaux-arts, les facultés d'art dans les non, là, universités? c'est pas, je détruis très bien tout seul. Oui, hein? Ils sont en bonne voie. Ils sont en très bonne voie, ça va très, très bien. Là, je sais pas, ils s'en viennent tout seuls. Ils vont finir par apprendre. Les jeunes sont un peu moins bêtes, ils s'en laissent moins imposer. Et puis, ben, il y aura de plus en plus de demandes d'expériences semblables. Je sais qu'il y a une tentative qui va se faire comme ça un peu à l'Université du Québec à l'automne. On verra ce que ça donne.